Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Yoann Le Corieux, le maire de Dabéa, qui est aussi membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Yoann Le Corieux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour faire le point sur la situation de votre commune, notamment 2 mois après le déclenchement de la violence insurrectionnelle qui a frappé la Calédonie. Alors on a beaucoup parlé de Nouméa au début des émeutes, mais Dabéa était l'une des communes qui a aussi été le plus durement touchée. Mais tout de suite, un petit retour en arrière. Ça fait 2 mois, je le disais, que la Calédonie connaît ces violences, ce climat insurrectionnel. Comment est-ce que vous expliquez ce déchaînement de violence? Est-ce que vous avez des éléments d'interprétation, de compréhension du phénomène? C'est difficile parce que ça continue encore et c'est compliqué à interpréter. On voit qu'il y a plusieurs explications possibles. Il y a bien sûr la question de la loi sur le corps électoral. Il y avait aussi, on ressent une crise de la jeunesse en milieu urbain. On sent aussi qu'il y a une crise politique générale au milieu indépendantiste qui se fait ressentir dans l'ensemble des discussions maintenant au bout de 2 mois et dans les explications données lorsqu'on va au contact auprès des différents barrages. On s'aperçoit que c'est un ensemble d'explications. Je pense aussi des mots, des attitudes, des rapports à l'autre entre les différents responsables politiques qui font que à un moment donné, notre territoire était vraiment un volcan et que ce volcan a explosé de manière très violente, destructrice sur l'ensemble de l'économie calédonienne et qui laisse des traces dans cette agglomération, dans les 4 communes de l'agglomération, et des traces qui vont être difficiles à effacer. Vous parliez du projet de loi constitutionnelle, on a le sentiment quand même que c'était un peu un prétexte, un élément, le détonateur un peu de toute cette crise. Oui, ça a été le détonateur de cette crise qui était là, qui était larvée depuis un certain temps. On a vu aussi cette multitude de marches pour défendre chacun son drapeau, ses couleurs, ses valeurs. On sentait qu'il y avait quelque chose euh, qui n'était pas sain pour la Nouvelle-Calédonie. Certains interlocuteurs tiraient des signaux sur les différents sujets. On sentait que c'était difficile. Et à un moment donné, ça n'a pu qu'exploser. Et c'est surtout l'intensité de l'explosion, la violence de l'explosion, euh, cette volonté destructrice de tous les équipements, notamment des équipements de proximité faits par cette jeunesse et ces personnes qui les encadraient, parce que j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de terrain pendant cette crise et il n'y avait pas que de la jeunesse sur le terrain, il y avait aussi des encadrements beaucoup plus âgés, et ce qui interroge aussi sur le volet politique, le volet encadrement. Au départ, c'est parti peut-être sur une lutte politique. Et puis maintenant, on s'aperçoit que c'est plus de la délinquance qui continue, qui perdure et qui pose problème à l'ensemble de la population de la Nouvelle-Calédonie. Alors je le disais, hein, Dambéa était l'une des communes les plus touchées par ce mouvement. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'on constate aussi un retour au calme progressif chez vous aussi? Oui, c'est un retour au calme. Depuis quelques jours, nous avons un retour au calme, mais tout est relatif parce que ce calme est aussi dû à la présence des forces de l'ordre, plus discrètes sur la commune, mais présentes. Et donc, ce qui permet d'avoir une libre circulation des biens et des personnes, une reprise de la scolarité maintenant depuis quelques semaines dans les écoles primaires, au niveau des collèges, au niveau des lycées. Et c'est bien cette reprise de vie normale sur la commune, ce qui permet aussi aux parents d'aller travailler pour ceux qui ont pu garder leur travail dans ce désastre social. Quels sont les dégâts essentiels? Quels sont les secteurs qui ont été les plus touchés? C'est le tissu économique, ce sont les infrastructures publiques. Vous avez déjà pu faire le bilan, j'imagine? Oui, sur la commune de Dimbéa, c'était celle qui avait le plus progressé ces 15 dernières années. Et on s'aperçoit qu'il y a à peu près 75% du tissu économique. C'est environ plus de 140 entreprises qui ont été incendiées ou totalement détruites sur la commune. Donc, ça va avoir des conséquences sur les services de proximité. Nous avons aussi beaucoup d'équipements publics, l'hôtel de police, le studio 56, centre culturel, une partie du centre aquatique, le mur d'escalade. Donc, je peux en citer. Malheureusement, on a eu aussi notre lot de dégâts et ceci va avoir des conséquences durables sur la vie sociale et sportive et associative de la commune de Dimbéa. Alors pour les écoles aussi ont été beaucoup impactées dans votre commune. Pourtant, vous dites, ça y est,
le retour à la normale se fait progressivement, la rentrée a pu les cours ont pu reprendre, pratiquement partout? Oui, je tiens à saluer surtout l'efficacité des services municipaux qui ont pu réparer dans les meilleurs délais l'ensemble des dégâts qui ont été commis sur quasiment 50% des écoles de la commune. On a une école qui a réouverte mercredi dernier, l'école Jacques Minguet, qui est à côté d'un quartier qui est assez sensible. Et donc, c'est une bonne chose. Et la dernière école, qui est l'école de Grélan, j'ai la certitude qu'à la rentrée, le 19 août, 100% des enfants scolarisés à Dimbéa pourront faire une rentrée quasi normale. Pourquoi, selon vous, Dambéa a été aussi fortement touché? Pourquoi ça a été l'une des cibles principales? Heu, Plus peut-être, enfin, Païta aussi était très durement touché, le Mont d'Or avec, le problème de Saint-Louis, Nouméa avec les quartiers nord. Mais Dambéa, on a eu l'impression que c'était pendant un moment, ça n'arrêtait pas, quoi. Oui, quand vous le vivez, c'est tous les jours. C'était tous les jours, mais ça s'explique. Déjà, Dimbéa est au cœur de l'agglomération, hein. Comme je le dis, c'est la seule commune qui a une frontière avec Nouméa, Mandor et Païta. C'est aussi une commune qui est, au point de vue démographique, très représentative de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on a cette. Même s'il n'y a pas de tribu Non, sur la il n'y a commune de pas de Dambéa. tribu. C'est très pluriel, c'est très diversifié au niveau des communautés sur la commune. Mais c'est aussi là où nous accueillons depuis plus de 15 ans les deux plus grandes ZAC provinciales de Nouvelle-Calédonie et de France, et avec une quantité de logements sociaux qui ont été réalisés par les différents exécutifs provinciaux, ce qui fait qu'à un moment donné, peut-être, il y a des manques de mesures d'accompagnement ou un, un accompagnement pas suffisant a été peut-être fait autour de la création et de la réalisation de ces logements sociaux, et qui nous amène maintenant à vraiment cette crise urbaine que nous avons pu connaître. Et on peut le voir que ça a été les mêmes situations à Païta, à Nouméa, et c'est un peu différent en Mandor, parce que là, nous avons le cas de Saint-Louis qui pose un autre souci à la commune du Mandor. Mais justement, est-ce que ça remet en cause, est-ce que ça remet en question la politique d'habitat social qui a été menée en Nouvelle-Calédonie ces dernières années, ces dernières décennies? Est-ce qu'il faut tout remettre à plat, repenser les choses autrement quand on en sera au stade de la reconstruction? Ah bah, ce serait dommage de ne pas en tirer les conclusions de ce qui vient de nous arriver. Mais ça veut dire, faut faire quoi? Faut faire moins? Faut faire Faut faire, mieux? Faut faire différemment? voilà, il faut faire sûrement différemment et autrement. C'est-à-dire qu'il faut planifier l'aménagement de notre territoire totalement différemment, et surtout de voir sur la densité d'accueil des différentes euh, possibilités de logement, et de ne pas concentrer dans des résidences denses trop de logements sociaux, trop de population en difficulté, et surtout si on le fait, et de le faire avec des mesures d'accompagnement assez significatives. Et donc, si on veut faire du logement social, c'est-à-dire qu'il faut mettre les moyens à côté des mesures d'accompagnement, que ce soit au niveau de l'aménagement du territoire, des équipements sportifs, des équipements socioculturels, mais aussi des mesures sociales qui vont avec. Mais je pense qu'il faut maintenant, et en tout cas sur la commune de Dimbéa, c'est les conclusions avec notre exécutif et avec les échanges que je peux avoir avec les différents habitants depuis quelques semaines, c'est vraiment de faire autrement, de faire moins dense, et de le faire de plus aéré au niveau de l'aménagement, pour permettre à l'ensemble, même des nouveaux habitants, de s'approprier leur lieu d'habitation. Privilégier ce qu'on a appelé un habitat océanien, de l'habitat individuel plutôt que des appartements les uns sur les autres? Oui, de l'habitat individuel, de l'habitat même collectif, mais en petite quantité, plus facilement assimilable par l'ensemble du contexte, de l'environnement, plus facilement aussi intégrable par l'ensemble de la population. Donc c'est tous ces critères. Et puis surtout, peut-être ne pas forcer des personnes qui ne veulent pas aller dans du logement collectif. Il y a d'autres solutions d'habitat ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Du genre, c'est aménager les squats, c'est Non, laisser je les gens pense que vivre. les squats, c'est pas un mode de vie normal aussi. Et puis, je pense que l'agglomération, et notamment sur Dimbéa, on a besoin de ce foncier qui est occupé à l'heure actuelle pour faire du développement. Et donc, c'est vraiment dans la phase de reconstruction, lorsqu'on sortira de la crise actuelle, de de cette crise actuellement où nous essayons de sauvegarder notre économie, de sauvegarder nos outils de production, de sauvegarder le travail en Nouvelle-Calédonie, notamment sur la commune. Ce qui est important, c'est de se projeter après sur une reconstruction différente. On va y venir, mais en attendant, comment vos administrés vivent-ils cette situation? Ils sont quoi? Ils sont inquiets,
ils ont peur sur le plan économique, sur le plan de leur sécurité. Comment vous les sentez? Et qu'est-ce qu'ils vous disent puisque vous les rencontrez? Bah oui, ils sont inquiets, ils sont surtout angoissés de la situation parce que depuis plus de 2 mois maintenant, l'ordre n'est pas totalement rétabli. Moi, je tiens à saluer aussi l'ensemble des barrages de voisins vigilants qui se sont installés sur la commune dès le premier jour pour pouvoir se sécuriser. Pour l'instant, on sent de l'inquiétude, on sent aussi de la colère, comme je l'ai indiqué, sur ces 15 ans de gâchis qui ont été brûlés en une semaine, malheureusement. Et donc, il y avait des gens qui venaient s'installer sur Dimbéa parce que c'était une commune dynamique où on pouvait avoir le loisir, le travail, la qualité de vie. Et là, en une semaine, le rêve de certains a disparu. Donc, c'est très compliqué. Et je peux comprendre cette colère. Mais comme je l'ai indiqué, nous sommes une ville de 38 000 habitants, la seconde ville du territoire, et on n'a pas d'autre issue que de la reconstruire et de rebondir. Et Alors, donc, c'est l'objectif de l'ensemble des élus qui m'accompagnent de pouvoir reconstruire cette ville et de lui donner vraiment de renaître de ses cendres, quoi. comment est-ce que vous allez faire? Parce que bon, la crise n'est pas encore complètement terminée. On sent bien que la sécurité n'est pas totalement rétablie, l'ordre public non plus, mais vous pensez déjà, j'imagine, au futur. Quelles vont être vos priorités? Quels sont les secteurs qu'il faut d'abord remettre sur pied? Euh, Comment est-ce que vous pouvez faire pour reconstruire une ville dans laquelle il fera bon vivre? Oui, jusqu'à la fin de l'année, c'est malheureux à dire pour un maire, on est plus dans une phase de destruction, de démolition de toutes les cicatrices de bâtiments incendiés, détruits et autres, parce qu'il est nécessaire de faire place nette pour voir comment on peut reconstruire. Et puis surtout maintenant, c'est de retravailler avec le monde socio-économique, le monde économique pour réintéresser les investisseurs à revenir reconstruire sur la commune de Dimbéa, tenant compte malgré tout de ce qui s'est passé, donc de construire autrement sur les endroits qui ont été abîmés, saccagés et incendiés. Mais c'est l'objectif de retravailler avec ce monde économique pour réapporter du service. Vous savez, à l'heure actuelle, sur une ville de 40 000 habitants, il n'y a plus d'agence bancaire, par exemple, sur la commune. Les 5 agences bancaires ont été détruites ou incendiées. Et vous voyez le problème que ça peut poser au quotidien pour une population de près de 40 000 habitants. Il reste encore des commerces, en revanche, les gens peuvent encore s'approvisionner, ils peuvent... Oui, Où oui. est-ce où est-ce qu'ils viennent sur Nouméa pour le faire? Ah bah, comme je l'ai indiqué, heureusement qu'il reste encore quelques commerces et puis on voit qu'il y a certains qui réouvrent, malgré le contexte encore qui n'est pas stabilisé. Mais on s'aperçoit qu'il y a des commerces, des restaurants, des snacks. C'est bien. Il y a même donc déjà des entreprises qui souhaitent se réinstaller, donc qui font les démarches pour retrouver des locaux. Et donc c'est très bien. Mais comme j'indiquais, il y a des services qui n'existent plus à l'heure actuelle sur la commune. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve aussi malheureusement une circulation assez dense, en plus du manque de transport en commun qui existe au sein de l'agglomération. Et vous pensez qu'avant la fin, enfin avant le début de l'année prochaine, on rentre pas dans la phase de reconstruction encore, que c'est trop Ah tôt, bah, ou ça va se faire progressivement? elle va se travailler, elle va s'étudier. Je pense que beaucoup attendent aussi dans les investisseurs le retour des assurances. Et puis après cette phase de démolition et de place nette, on va pouvoir, je pense, passer dans une phase de reconstruction dès la fin de l'année, dès le début de l'année prochaine. Mais alors comment on fait dans le contexte économique de la Nouvelle-Calédonie? Et je vous apprendrai rien, hein, je rappelle que vous êtes membre du gouvernement et que vous connaissez ces dossiers-là par cœur. Comment les communes, et les provinces d'ailleurs aussi, vont-elles pouvoir faire face? Il n'y a plus d'argent nulle part, on a l'impression, donc toutes les collectivités en pâtissent et donc toute l'économie s'est effondrée aujourd'hui. Oui, c'est la grande difficulté des communes qui dépendent beaucoup des dotations de la Nouvelle-Calédonie de l'État. À l'heure actuelle, l'État assume ces dotations qu'elle avait prévues pour l'année 2024, ce qui est bien. Et puis nous, comme les provinces, les communes, nous sommes en difficulté. Nous attendons les dotations de la Nouvelle-Calédonie qui a bien sûr baissé de 30 milliards le budget de répartition, donc c'est-à-dire le budget qui donne les dotations aux différentes communes et aux provinces. Et donc ça va se faire ressentir et ça nous met déjà en difficulté dès le mois d'août et le mois de septembre pour assumer déjà simplement les salaires des agents municipaux qui travaillent au quotidien pour la population de Dimbéa. Et alors quelles sont les pistes que vous avez? Quelles sont les possibilités que vous avez? Vous attendez un complément de dotation? Vous attendez l'aide de l'État
pour la Nouvelle-Calédonie qui va permettre de répartir ensuite cette aide Oui, nous travaillons déjà sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur des économies possibles, sur des mutualisations, sur une nouvelle organisation. Puis après, les communes, elles ont surtout des services de proximité, hein. C'est la cantine, c'est la collecte des ordures ménagères, c'est la propreté urbaine, c'est l'ensemble de ces points du quotidien. Et donc là, on ne peut avancer et surtout terminer l'année 2024 dans les meilleures conditions sans l'aide de l'État. Et c'est un chantier que nous avons ouvert depuis maintenant quelques semaines avec les représentants de la mission reconstruction de l'État. Cette aide, elle est acquise? Est-ce qu'elle va être au niveau qu'on l'attend ou est-ce que forcément on sera un peu déçu et on peut en attendre Bah, plus? je vais me fier à la parole présidentielle. Quand le président Macron est venu en Nouvelle-Calédonie au mois de mai, il a indiqué qu'il serait auprès des communes de l'agglomération qui avaient subi énormément de dégâts et que l'État sera présent et ne laisserait pas tomber, pour reprendre le terme, les 4 communes de l'agglomération. Donc, je vais m'accrocher à cette parole présidentielle et je pense que l'État sera au rendez-vous pour soutenir les communes parce que je rappelle quand même que les 4 communes de l'agglomération accueillent quasiment presque 200 000 habitants de la Nouvelle-Calédonie. Puisque vous parlez du président de la République, vous le savez, hier soir pour nous, il recevait les 4 parlementaires calédoniens. On a appris à cette occasion qu'il avait acté le report des élections provinciales. Elles devaient avoir lieu avant le 15 décembre 2024. Elles auront lieu en 2025 a priori, mais une date qui n'est pas encore précisée. C'est une bonne décision? Je pense que c'est une sage décision parce que organiser des élections dans la période actuelle, on a vu que ce n'était pas simple pour les législatives ou pour les européennes. Malgré tout, les communes qui sont des collectivités d'État ont assuré. Et moi, je tiens à saluer l'ensemble de mes collègues maires qui ont su assurer, malgré ces problèmes de tension sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, 3 tours d'élection. Et 3 tours qui sont passés du mieux possible dans les conditions que nous connaissons. Et donc, je pense qu'à l'heure actuelle, la Calédonie a besoin de se retrouver, déjà, de se retrouver une économie, se retrouver aussi d'un point de vue social, parce que les semaines et les mois à venir seront très difficiles. Et ce n'est peut-être pas les meilleures conditions pour mener des campagnes électorales et surtout pour discuter de l'avenir de la Calédonie. À l'heure actuelle, les Calédoniens sont inquiets pour leur quotidien. Et donc, il est important de prendre le temps de construire des discussions posées avec l'ensemble des partenaires. Et pour cela, il faut se donner du temps. Et donc, je pense que la proposition du président, suite à la rencontre avec les 4 parlementaires calédoniens, de reporter les élections provinciales l'année prochaine est une sage décision. Alors, il propose aussi, d'après ce qu'on sait, hein, c'est tout frais, ça date de la soirée dernière, des discussions, une reprise des discussions politiques à Paris dès le mois de septembre. Ça peut permettre une sortie de crise. C'est possible de réenclencher le dialogue dans le climat que vient de vivre la Nouvelle-Calédonie? Ah bah, de toute manière, une sortie de crise ne passera que par le dialogue. Euh, le rétablissement de l'ordre par les forces de l'ordre, c'est un début, c'est nécessaire d'un point de vue sécuritaire, mais construire l'avenir d'un pays, construire un statut nouveau pour la Nouvelle-Calédonie, réorganiser ses institutions ne passera que par le dialogue entre les différents partenaires. Débuter dès le mois de septembre, pourquoi pas? Et en tout cas, on a besoin d'un gouvernement central, d'un gouvernement de la République fort et présent, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça qu'il a dû fixer le mois de septembre en attendant de fixer d'avoir un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement. Et il est très important pour la Nouvelle-Calédonie parce que le triptyque existera toujours, non-indépendantiste, indépendantiste, État. Et c'est sur cette base-là que l'on discutera. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le sentiment fort que le président de la République veut prendre le dossier calédonien sous son aile et vraiment s'en occuper lui-même maintenant. Et donc ça, je crois, c'était une demande notamment de tous les interlocuteurs. Et c'est une excellente chose que le président Macron s'occupe directement du dossier calédonien. Et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans tout ça, on lui a fait le reproche d'être un peu trop absent pendant cette crise, de ne pas apparaître forcément. Vous êtes membre de ce gouvernement collégial. Il y a eu des prises de parole, notamment du président Mapou, mais on a envie de vous demander quelle était l'ambiance au sein du gouvernement pendant ces 2 mois de violence, de fortes tensions. Vous arriviez à vous parler entre vous, le travail continuait de façon normale ou comment ça s'est passé? Bah, le gouvernement calédonien était au travail. Et était au travail au quotidien auprès de la population, a fait au mieux pour pallier et satisfaire les attentes des Calédoniens dans cette crise.
qui a été violente, comme je l'ai indiqué, notamment au début, a aidé sur plusieurs plans, a soutenu, à mon niveau, les collectivités. Mes collègues ont travaillé tout de suite sur le secteur économique et sur les aides possibles et surtout le lien avec la métropole. Nous avons eu d'autres collègues qui ont travaillé sur l'ensemble de la solidarité qui pouvait être apportée sur l'ensemble du territoire. Nous avons passé des textes en urgence sur le report des délais, sur le report des charges, sur le report de l'ensemble de la fiscalité, des paiements, des échéances. Donc, il y a un vrai travail. Après, vous savez, il y a différentes manières de travailler, hein. C'est soit on travaille et on ne fait pas un poste et on ne va pas dans tous les médias toutes les 5 minutes, ou alors il y en a certains qui aiment bien venir dans les médias ou faire des posts sur tout ce qu'ils font, mais je pense que la Nouvelle-Calédonie, par principe, le gouvernement collégial a assumé son rôle, tenant compte des difficultés financières que doit assumer surtout la Calédonie et qui sont très difficiles. Donc, vous savez, assumer le chômage partiel pour des milliers de personnes, comme nous avons pu le faire en lien avec le gouvernement central, ça ne se fait pas par le Saint-Esprit. Donc, il y a des gens qui travaillent. Actuellement, on est à des dizaines et dizaines de milliards d'aides entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la République française sur le soutien au chômage, sur le soutien aux entreprises, sur le soutien de la trésorerie de la Nouvelle-Calédonie, donc qui permet de verser des dotations aux provinces, aux communes. Et c'est pour cela que nous évitons encore le mur, parce que même si on n'y est pas loin, on évite chaque mois. On essaie d'avoir un pilotage assez serré. L'une des questions qui se pose aujourd'hui, et vous le savez, c'est bien sûr les questions d'avenir, d'avenir institutionnel et puis d'avenir tout court de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que le vivre ensemble va encore être possible ou est-ce que les violences depuis le 13 mai l'ont irrémédiablement abîmé? Est-ce qu'aujourd'hui la confiance n'est pas rompue entre les différentes communautés de Nouvelle-Calédonie? C'est l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. L'histoire de la Nouvelle-Calédonie est ainsi faite. C'est fait de haut et de bas, de tensions. Le vivre ensemble est un chemin très chaotique qui est difficile à emprunter. Et on s'aperçoit dans l'histoire moderne de la Nouvelle-Calédonie qu'il ne faut pas avoir peur de se vivre ensemble, parce que même s'il est difficile, même si pour certains élus il est complexe, mais je pense qu'il faut poursuivre. Et les élus de terrain que nous sommes, les maires, on est confronté au jour le jour avec ce vivre ensemble. Et je vois, moi, à Doumbéa, nous avons la ville la plus représentative au point de vue ethnique de la Nouvelle-Calédonie. Et toutes les semaines, nous faisons des mariages mixtes. On a un niveau de métissage qui est maintenant difficile de voir les origines dans les écoles maternelles ou primaires, de voir tout ce qui se passe. Et donc, on ne peut pas lutter contre ce vivre ensemble. C'est notre destin. C'est ce qui va conduire qu'un jour, la Calédonie aura réussi cette intégration de tout le monde et qu'on pourra vivre durablement ensemble. Et donc, moi, il m'est difficile d'expliquer à tous les Dimbéens que le vivre ensemble n'existe plus. On sera obligé, c'est impossible de leur dire maintenant ne vivez plus ensemble, vivez les uns à côté des autres. Non, on vit ensemble tous les jours avec nos différences de culture, avec nos différences de manière de vivre, que ce soit à l'occidentale, à l'océanienne, mais chacun vit sur ce territoire et comme je dis, tous les Calédoniens, multiples générations ou de cœur qui ont investi ici, n'ont pas d'autre issue que de vivre ensemble. Mais est-ce que c'est pas un paradoxe justement que la commune la plus métissée, vous le dites vous-même, ait été celle qui était la plus durement impactée par ces événements? C'est pas un Il n'y a pas paradoxe, de lien de c'est ce cause que à je effet, vous ai expliqué au début. Je pense que c'est une crise de croissance violente sur la commune de Doumbéa qui a poussé énormément ces 15 dernières années et que peut-être, comme toute crise d'adolescence assez violente, il y a eu des conséquences et peut-être on ne l'a pas assez accompagnée. Et c'est une commune on lui a fait porter beaucoup dans son effort démographique, urbanistique, mais à un moment donné, on ne l'a peut-être pas assez accompagnée et qu'il est nécessaire d'accompagner plus pour réussir se vivre ensemble et réussir cette intégration que l'on souhaite, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan urbanistique. vous parliez de la nécessaire reprise des discussions entre les trois partenaires. Est-ce que cette fois-ci, les partisans du maintien dans la France vont parler d'une seule voix ou est-ce que chacun va arriver avec sa feuille de route? Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'il va y avoir une préparation de cette reprise du dialogue?
Oui, si le président l'organise et nous donne des délais, je pense qu'on peut s'organiser et on doit s'organiser. Il faut un temps de préparation, il faut un temps d'échange, tous, autour, pour construire un projet pour tous les Calédoniens, un projet pour une Nouvelle-Calédonie. Il est important d'échanger pour corriger ce qui n'a pas fonctionné et l'améliorer. Et je pense que toutes les personnes de bonne volonté, on peut voir, les quatre parlementaires nous montrent un bel exemple en ce moment sur la défense des intérêts de la Nouvelle-Calédonie à Paris. Et je pense qu'il faut vraiment s'en inspirer pour poursuivre le travail ici après entre les parlementaires, les maires, le monde socio-économique, le monde de la société civile, ainsi que les élus qui veulent travailler tous ensemble sur un projet commun pour l'ensemble des Calédoniens. Alors, la présidente de la Province Sud a posé sur la table le 14 juillet le projet d'une autonomisation des provinces. En fait, c'est l'idée qui avait déjà été mise de revenir à une augmentation, une attribution des compétences plus large aux provinces de la Nouvelle-Calédonie, euh, tout en sauvegardant l'unité de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça peut être la base d'un projet commun? Est-ce que c'est une piste que vous retenez? Ou est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont être mis sur la table par les partisans de la France? Bon, c'est un projet, au moins il a le mérite d'être déposé par la personne qui le porte. Après, je pense que ce n'est pas en mettant des projets tout faits sur la table qu'on risque de faire avancer. Je pense qu'il est bien de venir avec des idées, de discuter, d'élaborer. Et on sait déjà à l'avance que c'est dans la discussion que le futur statut de la Nouvelle-Calédonie va émerger. À un moment donné, euh, d'autres propositions viendront sûrement en temps voulu. Nous en tout cas, on l'a indiqué, les maires, et moi je vous l'indique, nous sommes dans le temps de sauvegarde, nous sommes dans le temps de survie à l'heure actuelle de nos populations, parce que c'est vraiment le cas. On verra que dans les semaines à venir, on aura de vraies difficultés alimentaires, sanitaires et autres. Et donc c'est vraiment dans cette préparation, et c'est difficile de proposer à la population des perspectives institutionnelles, des perspectives d'organisation des différentes de la Nouvelle-Calédonie en traitant le quotidien. Les gens, ils veulent qu'on s'occupe de leur quotidien à l'heure actuelle, c'est ce que je ressens en tout cas sur Dimbéa. Le temps voulu, et le temps après aussi de la légitimité qui viendra lors des prochaines élections provinciales pour chacun des élus, de pouvoir entériner un accord et une nouvelle organisation institutionnelle pour la Nouvelle-Calédonie. Et c'est sur ce tempo-là qu'il faut travailler. Il ne faut pas aller plus vite, il ne faut pas aller trop lentement non plus. Mais c'est juste le tempo là, tenant compte de ce qui vient d'arriver, tenant compte aussi que nous n'avons pas de gouvernement sur le plan national et que sans gouvernement sur le plan national, on ne pourra pas avancer. Mais il y a d'autres projets, selon vous, qui vont être mis sur la table par les partisans de la France. Il y aura quand même une confrontation d'idées et de projets Ben, dans ce camp-là. je pense, oui, qu'il est nécessaire, et puis surtout, il est nécessaire d'avoir une seule parole autour de la table. Après, qu'il y a des nuances, c'est la richesse du groupe et du collectif. Mais vous savez, la parole unique, c'est terminé, j'ai envie de dire, ça n'existe plus, que ce soit en métropole ou ici. Et donc, il est important d'avoir des débats, d'avoir cette richesse du débat, et va en sortir le statut qui permettra aux Calédoniens de vivre durablement, j'espère, dans la paix, dans la sécurité et avec ce vivre ensemble. À défaut de parole unique, est-ce que l'unité, c'est pas aussi ce que réclament un certain nombre de Calédoniens aujourd'hui? Oui, mais ce que je vous indiquais, l'union est nécessaire. L'union est nécessaire autour d'un projet pour tous les Calédoniens. Souvent, on parle d'union, vous savez, en période électorale. On parle d'union lorsque c'est autour d'une personne ou derrière une personne. L'union, c'est surtout sur un projet pour l'intérêt des Calédoniens. Et c'est cette union-là qu'il faut construire autour de ce projet politique, sociétal pour la Nouvelle-Calédonie. Une question pratique, même si elle l'est pas, elle est politique. On parle du report des élections provinciales. On avait expliqué pendant des mois que les élections provinciales ne pouvaient pas se tenir avec un corps électoral gelé. On voit bien que c'est une question qui fait débat, c'est le moins que l'on puisse dire. Comment est-ce qu'on s'en sort? Est-ce que ce sujet du corps électoral va devoir être remis sur la table et le plus vite possible? Si le président convoque des discussions dans des délais assez courts, c'est qu'il a une idée aussi, je pense. Il a tiré aussi les conséquences de ce qui vient de se passer ces derniers mois, de la manière dont ça a été mené. Et puis j'ai envie de vous dire, au vu des dernières élections législatives avec un corps ouvert, vous savez, euh, maintenant la question du corps électoral se pose totalement différemment. Peut-être pas chez les indépendantistes, si c'est une notion qu'ils ont intégrée selon vous.
Il suffit de regarder les Oui, mais ils ont dit élections. l'inverse pendant des mois, donc ça va être Oui, compliqué pour mais eux. maintenant tout le monde peut évoluer. Donc peut-être qu'après avoir détruit un territoire, l'économie d'un territoire, et pour une question qui était sûrement très politique et qui servait peut-être de détonateur pour un, de valorisation pour d'autres, on s'aperçoit que les élections législatives avec le corps le plus ouvert possible a donné des résultats qui peut remettre en cause l'ensemble du débat sur des gels du corps électoral. Aujourd'hui, Yoann Le Corieux, et ce sera la conclusion, après ces 2 mois et demi de déchaînement de violence, il y a encore de l'espoir, de l'optimisme à avoir. Vous y croyez pour la reconstruction et la construction d'un nouvel avenir pour la Calédonie? Oui, moi je crois en la Nouvelle-Calédonie malgré tout. Comme je vous disais, le vivre ensemble, c'est un chemin chaotique, mais il faut que l'ensemble des Calédoniens, après ce moment de colère, ce moment de déception, ce moment de peut-être d'écœurement sur ce qu'on a pu connaître, puissent se reconstruire. Chacun a connu ça à titre personnel dans sa propre vie et qu'à un moment donné, il est important de surmonter ces sentiments négatifs et de dire qu'il est possible de reconstruire la Nouvelle-Calédonie tous ensemble, et parce que ce pays le mérite. Et si on se bat, comme je l'indiquais, euh, par, euh, par amour par ce pays ou par cœur pour ceux qui sont venus à s'installer et par ceux qui sont là depuis de nombreuses générations, c'est vraiment un pays sur lequel qui mérite d'être développé et qui a l'ensemble des personnes qui le composent qui méritent de vivre ensemble aussi. Yoann Le Corieux, maire de Dambéa, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, merci d'accepter notre invitation. Merci.